Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler du Dakar, première partie de cette 48 heures chrono. Hier j'étais pas sûr de faire une vidéo et puis bon déjà il s'est passé des choses du côté des autos, même côté camion hein, parce qu'il y a des petites surprises quand même du côté des camions. Donc ça veut dire qu'il y avait déjà des infos, ce que j'étais pas sûr d'avoir au niveau des informations. Et après je me suis dit allez on va quand même essayer de faire un bilan de cette première partie de la 48 heures, même si on n'a pas toutes les données, bien entendu, il y aura des informations qu'on récupérera que demain, dans le débrief de demain. Il y a quand même pas mal de choses qui se sont passées et on a des classements intermédiaires. Donc on peut déjà savoir qui en ce moment est en train de faire un grand coup, qui est un petit peu plus en difficulté. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, notamment cette vidéo sur le Dakar. Mais ce soir à 21 h, il y aura la présentation de la Cofidis pour le cyclisme en 2025, qui est normalement demain. Il y aura la Décathlon AG2R. Donc voilà, il y aura 2 vidéos cyclisme en plus. Donc comme ça, vous serez contents. Et puis il y aura du Vendée Globe également demain, et on se rapproche de l'arrivée de la course. Donc voilà, maintenant on rentre un petit peu dans le money time de ce Vendée Globe. Donc n'hésitez pas à regarder tout ça sur la chaîne. Et puis si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks. Et je remercie les gens qui le font. On commence tout de suite avec les motos. Alors déjà, rappelez ce que c'est la 48 heures. La 48 heures, donc je rappelle, ce sont 2 étapes en une. En fait, c'est une étape sur 2 jours. Donc au final, vous devez faire à peu près 1000 km. Hein, si on compte la liaison, ça fait 1000 km dans les 2 catégories. Et en gros, vous avez 2 jours pour les faire. Vous avez des camps, 6 camps qui sont sur le parcours. Et qui sont en fait le camp A est pour les motos et le dernier camp pour les autos et inversement. C'est-à-dire que le dernier camp pour les motos et le premier camp pour les autos. Pourquoi? Car chacun part de son côté et c'est une boucle qui se rejoint à peu près au même endroit. Autre particularité de cette 48 heures chrono, c'est que ce soir il n'y aura pas d'assistance. C'est-à-dire que vous n'avez pas le droit de réparer potentiellement. Vous n'avez surtout pas le droit d'avoir de l'aide d'un équipier. Ça, ce qui peut être un problème. Deuxièmement, vous devez dormir en tente avec des conditions assez spartiates, avec comme des matelas cette année, contrairement à l'année dernière. Des sacs de couchage parce qu'il fait froid également cette nuit. Et surtout, en termes de nourriture, c'est pas la cantine habituel. Vous avez ce que vous donne l'organisateur, c'est-à-dire une ration de survie, quoi, hein, grosso modo. Et ça peut être compliqué aussi à gérer, notamment demain, parce que même quand on s'arrête au dernier camp, ça veut dire qu'il y a encore 400 bornes à faire demain. Hein. On est loin d'avoir fini la spéciale, donc ça reste encore un gros morceau demain. Une grosse journée, hein. C'est vrai que l'année dernière, certains s'étaient bien débrouillés. Quand vous arrêtiez au dernier camp de base, vous aviez le lendemain une petite journée. Là, ça sera absolument pas le cas. Et puis surtout, je rappelle qu'on n'est pas en journée de repos. Mardi, c'est-à-dire que la course reprend mardi, hein, la course continue. Donc là aussi, c'est un petit peu une particularité par rapport à l'année dernière. Et autre particularité également, c'est sur l'ordre de départ. Du côté des autos, on prenait le classement d'hier et on parlait dans l'ordre du classement de l'étape d'hier. Ça, c'était le cas pour les autos, pour les SSV, pour les challengers, pour les camions. Donc tout cela partait dans l'ordre du classement, alors que pour les motos, on partait dans l'ordre inverse du classement, c'est-à-dire que les premiers de l'étape numéro 1 partaient derniers. Ce qui a posé pas mal de problèmes du côté des motos, parce que autant ça a avantagé un Daniel Sanders, autant ça a désavantagé un Andrea Van Beveren dans l'affaire. Et pas mal de concurrents se sont perdus, parce que comme on a pris les classements en sens inverse, c'est-à-dire que les premiers étaient en fait des concurrents qui ne sont pas habitués à faire de la navigation. Et notamment, ça a été compliqué pour Mason Klein, l'Américain, qui s'est retrouvé à un moment en tête de la course et qui s'est bien perdu. Mais ça a été également compliqué pour Edgar Canet. Enfin voilà, certains concurrents qui partaient assez loin. Je pense à Benavides également, Kevin Benavides qui partait assez loin et qui ont donc souffert un petit peu
qu'on fait la trace pour les autres. Pour le moment, la situation au niveau du classement. On le regarde tout de suite, nous sommes au point numéro E. Donc les motos n'ont pas réussi à atteindre le point numéro F. Enfin, le point F, donc le dernier point du parcours. C'est-à-dire que demain, il y aura quand même un petit peu de kilométrage, puisque le point E est au kilomètre. Est-ce que j'ai le kilomètre du point E? Il est au kilomètre 609, un peu après le kilomètre 609, ce point E. Donc c'est-à-dire que demain, il y aura encore plus de 300 km à faire du côté des motos. Donc ça reste quand même encore une belle journée de course. Surtout quand tu as passé une nuit pas exceptionnelle, là il n'y a pas le camping-car et ce genre de choses. Et à ce petit jeu-là aujourd'hui, eh bien il y en a un qui en a encore bien profité, c'est Daniel Sanders, qui a pris la trace des autres, hein, tout simplement, Daniel Sanders. Et il s'en est extrêmement bien sorti dans l'affaire, hein. Vous voyez, il partait tard, Daniel Sanders, du côté des rallyes GP, parce qu'il faut savoir que c'était également classement inversé du côté des rallyes 2, qui donc profitaient également de ce système-là. Et vous voyez donc que celui qui est parti en 20e, c'est Daniel Sanders, alors que Adrien Van Beveren est parti 12e sur la piste. Et forcément, ça fait des différences parce que Sanders, il est revenu sur tous les concurrents au fur et à mesure de la journée. Et c'est ce qui fait qu'il fait une belle journée. En regardant le classement, vous allez voir que donc, vous avez Daniel Sanders qui est marqué qu'il a 14 minutes 15 d'avance sur Van Beveren, en sachant que ce classement-là ne tient pas en compte des secondes de bonification. Les concurrents aujourd'hui qui ouvraient la route pouvaient obtenir des secondes de bonification. Ça pouvait aller jusqu'à 15 minutes de bonification pour compenser le désavantage d'ouvrir la piste. Ce n'est pas pris en compte pour le moment, ça sera pris en compte seulement demain. Donc l'écart de Van Beveren est un petit peu moins important qu'avec Sanders, mais Sanders est quand même devant dans l'affaire, et surtout Brabec est un petit peu plus loin dans la réalité, parce que Brabec il a une 40 au final de retard pour le moment. On retrouve ensuite Branch, mais Ross Branch est plutôt à 3,20 à peu près de retard, hein, si on prend ce décompte-là. Il a perdu pas mal de temps sur la deuxième partie de journée. Ross Branch, c'est-à-dire qu'il était parti sur un gros tempo avec Sairo et ensuite il a un petit peu ralenti, donc voilà, il a un petit peu eu plus de mal. Et puis quatrième, Tosha Charena. C'est plutôt une belle journée pour l'Espagnol Charena, parce que lui, il ne connaissait pas la 48 heures. L'année dernière, il avait abandonné avant que cette étape eut lieu. Ça reste un Espagnol qui a peu d'expérience, Tosha Charena. Donc c'est vrai qu'il ne savait peut-être pas trop comment appréhender cette étape ce matin. Donc il y avait peut-être un peu plus de pression que d'habitude sur l'Espagnol. Et bien, il s'en sort plutôt bien. Avec une belle étape aujourd'hui. Alors lui, il a repris 4,56, donc il a 2 minutes en moins sur son temps. Donc en fait, il est au niveau de Ross Branch dans la réalité Charena. Et puis Skyler Hobbs, lui, est un petit peu plus loin. Il est plutôt à un peu plus de 8 minutes au final de Sanders. 8 minutes, quasiment 9 minutes de perdu. Alors derrière, on retrouve 2 pilotes en Rallye 2. Donc vous voyez le petit logo qui n'est pas or. Donc eux, ils partaient après les Rallye GP. Et dans l'ordre, eux, c'était dans l'ordre du classement. C'est-à-dire que le premier Rallye 2 donc partait 21e, le deuxième partait 22e, c'était le cas d'Edgar Canet. Donc Kepster est parti devant Edgar Canet, et Doherty donc était un petit peu plus loin en Rallye 2, il était au-delà de la 10e place dans cette catégorie-là, est parti 34e. C'est bien les classes, c'est un enfer en termes de règlement. Du côté de ce Dakar, pour le moment, de ce début de Qatar, c'est vraiment un enfer. Donc Doherty est 6e, ce qui est plutôt pas mal. Après, le Sud-Africain, c'était un peu une surprise qu'il soit en difficulté hier. On sait que c'est un pilote qui est très fort dans le désert. C'est vraiment dans les dunes où c'est sa spécialité. Donc là, il a été très bon. Et puis Edgar Canet, la nouvelle recrue de Red Bull, eh bien, s'en sort extrêmement bien devant Pablo Quintanilla. Vous avez donc Benavides et donc Van Beveren qui est 10e. Mais encore une fois, il n'a pas véritablement 14 minutes 15 de retard, parce que vous avez également ces systèmes de compensation qui, j'ai l'impression, n'ont pas été pris en compte. Encore une fois, c'est compliqué avec ce règlement, donc c'est un petit peu un enfer.
Ils sont 21 à être arrivés dans ce camp numéro E. Vous avez donc Corniero qui pour l'instant fait une course très discrète avec Sairo, ancien pilote Honda notamment, et Corniero. Pour l'instant très discret le Chilien, mais qui est 11e de la spéciale. Devant Bradley Cox. Qui partait tôt ce matin, Bradley Cox, et il a fait un peu la trace pour les autres. Et puis Santolino, qui partait également extrêmement tôt. Tobias Epster, lui, se retrouve 14e. Tobias Epster, l'ancien pilote Malmoto, qui a fait du bon job devant Svitko et Michek. Terik, lui s'est retrouvé à être performant avec Sakoé, encore une fois devant le leader de son équipe, du côté de Terik, c'est-à-dire devant Mason Klein, qui est normalement le leader de l'équipe, mais Mason Klein, encore une fois, a dû faire la trace, vu qu'il est dans la catégorie GP et pas dans la catégorie Rallye 2, donc il s'est retrouvé à partir plus tôt, donc ce qui a été un désavantage pour lui. Et puis on retrouve ensuite Gonçalves, Nosiglia et Mayo. Et le 21e de ce petit groupe-là, c'est Marais, le Sud-Africain. On va regarder le classement en fait au point numéro C. Parce que là, on a beaucoup de pilotes qui sont déjà passés, je crois, au point numéro C. Ils sont 70 à être passés à ce point-là, donc ça va nous donner une idée un petit peu plus intéressante du classement, alors que vous voyez que notamment Benjamin Melo, Charlie Herbst, pour ceux qui veulent savoir, sont au camp numéro D. Je crois qu'il y a David Casteux également dans ce camp-là, et qu'il y a encore des concurrents qui ne sont pas encore dans ces zones-là, donc qui sont encore loin de l'arrivée. Donc eux, il y a encore une vingtaine de concurrents qui doivent être en train de rouler de nuit en ce moment et qui ne sont pas encore arrivés à un camp de base. Donc pour eux, ça va être une très très longue journée. On regarde donc au camp numéro B, où encore une fois, vous voyez, 70 pilotes sont passés et on avait à peu près les mêmes écarts qu'en tête de course, pour voir où se trouve notamment en ce moment au classement. Alors, on va prendre par rapport aux écarts, mais je ne sais pas si je vais avoir les écarts du général virtuel. Voilà, parce qu'il va y avoir bien entendu des petites différences, mais on va voir où est Benjamin Melo, notamment du côté des Malmoto. Il était plutôt bien parce qu'il n'était pas très loin. Tout à l'heure, il était à 6 minutes de Guinness. Et il est même qu'à seulement 1 minute. Il est bien revenu sur la fin de la spéciale. Parce que tout à l'heure, il était à 6 minutes quand j'avais fait un point. Donc là, très très belle journée. Et Charlie Herbst, 26e pour le moment sur cette spéciale. Donc il fait une belle étape pour le moment, Charlie Herbst. C'est un petit peu plus compliqué pour Xavier Flick avec la auto. Mais quand même, 36e de la spéciale. Et Jérôme Martini, lui, perd du temps aujourd'hui. Mais déjà hier, il était un petit peu loin. Et Mason Klein... Donc vous voyez, quand je vous disais qu'il avait perdu beaucoup de temps aujourd'hui, Mason Klein, seulement 39e pour le moment, 1 heure de retard. Voilà, il a perdu beaucoup de temps. David Casteux, 46e, il remonte un petit peu au classement, David Casteux, parce qu'il a commencé gentiment, on va dire, David Casteux. Et puis voilà, Jérémy Gerbert, un peu loin. J'ai pas vu où est Romain Dumontier, qui hier avait perdu beaucoup de temps sur la Honda. Romain Dumontier, où est-il? Est-ce qu'il n'est pas encore dans ce groupe-là? Il est 16e pour le moment de la spéciale, Romain Dumontier. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà pour Romain Dumontier. Si on prend le classement dans cet ordre-là, ça va être mieux. Vous voyez, donc Charlie Herbst qui est vraiment dans des bons chronos en ce moment. Pas très loin d'un... Voilà, il est devant les miroirs. Il est en fait dans le groupe un peu des amateurs... mais qui savent qu'on a un bon coup de pilotage. Et vous voyez, il est surtout devant un Kevin Benavides. Là, son ordre de départ ne l'a pas aidé à Kevin Benavides, qui s'est retrouvé à ouvrir la route à un moment et qui perd beaucoup de temps dans l'affaire. On va regarder le général virtuel pour le moment, si la course s'arrêtait encore une fois à ce point B, ce qui n'est absolument pas le cas. Vous voyez qu'en tête, c'est Daniel Sanders, qui aurait donc 5 minutes 46 d'avance sur Brabec, Rose Branch à 5,49, Charena à 11 minutes, 12 minutes pour Ove, Benavides à 22, 25 pour Kip Tanila, donc Van Beveren sera à 26, donc lui qui avait perdu un quart d'heure hier.
Corniero serait déjà à 40 minutes, Bradley Cox à 50 minutes. Donc c'est déjà des écarts qui sont énormes pour une épreuve moto. Et ça veut dire qu'on a déjà perdu quand même dans l'affaire Kevin Benavides. Parce que lui, il est bien plus loin, hein, Kevin Benavides. Doherty à plus d'une heure, là aussi, ça va être compliqué. On a perdu Romain Dumontier, ça c'était hier, mais Kevin Benavides qui se retrouve juste devant Charlie Herbst, en passant, ça doit lui faire tout drôle. Voilà, on a perdu du monde. Du côté des Malmoto, donc Dienes pour le moment, il a 1h38 de retard, alors que Benjamin Melo est à 1h44, c'est-à-dire qu'on a à peu près 6 minutes d'écart entre les deux au niveau du classement général. Et vous voyez Mason Klein, par exemple, extrêmement loin, comme Mayo avec sa Yamaha, qui sont déjà quasiment à 2 heures, et Jérôme Martini qui commence à être distancé, par exemple, par rapport à Benjamin Melo, parce qu'il y a maintenant 40 minutes d'écart entre les deux. Donc ça commence à faire une petite différence. Ça, c'est pour le match dans la catégorie des mâles moto. On passe désormais à la catégorie auto. Beaucoup de problèmes aujourd'hui dans la catégorie Ultimate. Comme qui dirait, il s'en est passé des choses dans la catégorie Ultimate. Ça commence déjà avec un Carlos Sainz qui a fait des tonneaux, qui a endommagé une partie de sa voiture, mais qui a gardé un bon petit tempo quand même, Carlos Sainz, mais qui perd quand même 40 minutes dans l'affaire avec son tonneau, parce qu'il a fallu redresser la voiture grâce à Mitchell Guthrie, son coéquipier chez Ford, et il a perdu quand même un petit peu de temps. Le grand perdant de la journée, et ça on peut le dire désormais, c'est Sébastien Loeb. Sébastien Loeb qui a eu un problème électronique sur sa voiture, ce qui a fait tomber en panne les ventilateurs, donc le moteur surchauffé. Je rappelle que le Sandrider est un véhicule qui est extrêmement compact, et le problème d'un véhicule qui est compact, c'est comme un ordinateur qui est tout petit. Un ordinateur portable, ça chauffe beaucoup plus qu'une grande tour d'ordinateur, parce que la chaleur n'arrive pas à se dissiper. C'est le problème du Sandrider. Il y avait déjà eu des soucis de surchauffe au Maroc. On nous avait dit que ça avait été réglé, et puis au Maroc il faisait 48 degrés. Là il fait quand même beaucoup plus frais. Mais le problème, c'est que la voiture est tellement compacte, parce que c'est vrai qu'elle est extrêmement petite par rapport, notamment si vous comparez au Raptor, ou comparé à la Toyota, elle est extrêmement petite cette voiture. Ça a plusieurs inconvénients. Donc déjà, le problème que cette chaleur ne se dissipe pas. Il faut un moteur qui soit hyper compact. Des fois, un moteur compact, ça veut dire moins de fiabilité également, parce que ça chauffe plus. Troisièmement, vous ne pouvez pas embarquer beaucoup de pièces non plus à l'intérieur des voitures. Oui, dans un Ford Raptor, vous avez un petit peu de place pour embarquer des pièces. Vous avez un petit peu de place également dans le Toyota. Il y a 2-3 endroits où vous pouvez mettre des pièces de secours. C'est plus compliqué dans un Dacia Sandrider. Et puis, ça reste une voiture neuve aussi. Donc, je vous avais dit dans les commentaires, on m'avait posé la question qui je voyais comme favori. Je disais, normalement, en termes de rythme, le Sandrider est au-dessus. Par contre, en termes de fiabilité, on ne sait pas vraiment. Et bien là, c'est un peu le problème. Chez Ford aussi, en termes de fiabilité, on pourra avoir des problèmes parce que ça reste un véhicule qui est assez récent et qui a subi beaucoup d'évolutions. La force de Toyota, c'est d'avoir un modèle éprouvé. Chez Mini, on pourrait avoir aussi des problèmes avec le moteur parce qu'on est sur un nouveau moteur essence. Donc voilà, ça pose des problèmes. Donc gros souci du côté de Sébastien Loeb, donc avec cette électronique qui a fait tomber en panne les ventilos. Il a dit vraiment c'était de la survie à certains moments dans un spécial parce que ça a été un cauchemar. En plus, donc je rappelle, pas d'assistance, ça arrivait après. Il y avait un seul point d'assistance qui était au kilomètre 169. Vous aviez le droit à un pit stop de 30 secondes qui était prévu dans le classement. Si ça dépassait 30 secondes, c'était plus pris en compte dans le classement. Ekstrom, par exemple, s'est arrêté à changer ses 4 pneus. Ça a pris 1 minute 26, selon Gaël Robic, pardon. Toujours très très bien informé sur les routes du Dakar, qui est toujours là, même si France Télévisions a réduit énormément sa présence antenne sur le Dakar. Il est toujours présent, Gaël Gorobic, et ça reste un très bon journaliste sport mécanique. Ils auraient peut-être même dû le recruter du côté de la chaîne L'équipe, parce que quand on entend les questions de Mylène Dorange à Sébastien Loeb, par exemple, hier, j'ai vu le grand résumé ce matin, les questions de France Pierron et de Mylène Dorange, c'est une catastrophe. Les gens qui regardent le Dakar aujourd'hui, c'est des gens qui s'y connaissent en sport mécanique. Tu tombes pas par hasard sur le Dakar.
Donc c'est-à-dire si tu t'y connais en sport mécanique, il faut que tu poses des questions un peu voilà, de stratégique, un peu des trucs comme ça, tu poses pas des questions bêtes. Encore une fois, si la chaîne équipe diffusait la Formule 1, tu peux tomber par hasard. Le Dakar, c'est que tu as vraiment envie de regarder des sports mécaniques en hiver. Hein. Tu tombes pas par hasard sur le Dakar aujourd'hui. Donc faut un peu d'analyse quoi. Et je trouve que quand on... Enfin, en plus c'est toujours les mêmes reportages, c'est-à-dire d'une année sur l'autre ça ne change pas, notamment le reportage sur Benjamin Melot. Bon, l'année dernière je crois qu'il avait été fait par France Piron, cette année il a été fait par Mylène d'Orange. Je pense que vous intervertissez les deux images, c'est la même chose, mais bon, c'est assez extraordinaire de ce manque un peu d'aspiration. Mais pour revenir à Sébastien Loeb, donc gros problème électronique, problème également donc Sens les tonneaux, va y avoir le sud-africain, lui, il a mécaniqué pendant 30 minutes, donc ça l'a un petit peu arrêté. Et puis Gutiérrez, également la coéquipière de Sébastien Loeb, qui a perdu plus d'une heure aujourd'hui. Et il y a eu notamment un temps de réparation, il y avait un problème. Alors je pense que c'était au niveau de l'avant droit, de la roue avant droite, il y avait un souci. Elle a pu faire réparer ça au pit stop, mais j'ai l'impression qu'il y avait un souci soit d'amortisseur. J'avais plutôt l'impression que c'était au niveau du porte-moyeu ou du moyeu, où il y avait un souci, donc peut-être un problème technique à cet endroit-là. Et puis Demevius, lui, s'est tanké pendant un petit moment. Et Moraes également, qui a été tanké pendant une bonne dizaine de minutes. Et donc ces pilotes-là ont aussi perdu un petit peu de temps. Vous pouvez voir que dans la catégorie auto, eux, ils sont déjà au point numéro E. C'est-à-dire qu'ils sont quasiment à l'avant-dernier point. Ils sont quand même 27. Donc ça va nous donner un petit peu une indication sur le classement donc de ce point numéro E. Pour le moment, au niveau du classement de cette étape, on va reprendre l'étape. Pour le moment, c'est Al Araji qui est en tête avec très peu d'avance sur Nasser Al Attiyah qui est en train de faire la bonne opération du jour. Je rappelle que c'était des pilotes qui partaient loin dans la file des voitures. Hein. Vous voyez que dans le top 10, on n'a que des pilotes qui partaient au-delà de la 10e place. C'est-à-dire qu'il y avait déjà 10 voitures qui faisaient la trace devant eux. Donc très belle étape de la part de Al Araji avec Timo Gottschalk, ancien copilote également d'expérience sur le Toyota. Donc ça s'est bien passé pour le Saoudien qui connaît aussi très bien le pays, il faut bien le dire. Devant Nasser Al Attiyah, le Qatari, avec Édouard Boulanger, je rappelle l'ancien copilote de Stéphane Peter Hansel, qui se retrouve en 2e place. Puis on retrouve Matthias Ekström et Bergqvist, pour le moment très bien. Alors déjà l'année dernière, avant ces problèmes techniques, il faisait une très belle course, hein, Matthias Ekström. Il y avait eu des problèmes techniques, il avait quand même énormément ralenti. C'est un pilote tout chasse tout Ekström. Il a commencé par le DTM, il a fait beaucoup de rallycross ces dernières années. Le rallye raid avec Audi. Donc maintenant, avant c'était le pilote Audi. Il est passé chez Ford pour pouvoir participer au Dakar, mais c'est un pilote qui a fait toutes les catégories, qui a également a remporté, je crois, la course des champions comme Sébastien Loeb. Donc c'est un pilote qui s'y connaît énormément. Donc qui est 3e, devant Henk Lategan, qui hier avait pas fait une très belle étape, aujourd'hui il s'en sort beaucoup mieux. Et puis la surprise, eh bien, c'est de voir Jacopini, l'Argentin, là aussi sur un Toyota du team Overdrive, donc le team, c'est pas vraiment le team officiel Overdrive, c'est le team privé, on va dire, mais bien aidé quand même par Toyota. C'est le team. En fait, Overdrive, c'est la structure qui soutient le Toyota Gazoo Racing, c'est la structure de Jean-Marc Fortin. Overdrive, c'était l'équipe notamment l'an dernier de Guillaume Demévus, donc c'est pas vraiment une équipe officielle. Mais bon, c'est quasiment le même soutien que l'équipe officielle du côté d'Overdrive. Donc Jacopini, qui disait avant le Dakar, je suis en capacité de faire un grand Dakar. Eh bien, il est en train de montrer qu'il est déjà en capacité de faire une grosse étape aujourd'hui 5e, devant Botterill, Toby Price et Sam Sunderland, qui ont perdu un petit peu de temps en fin de journée, parce qu'il y a un moment, ils étaient 3e du général. Les deux motards, eux aussi, ils sont en train de montrer que sur les étapes compliquées, leur expérience dans la navigation va énormément les aider. Et puis on retrouve Nani Roma, là aussi un pilote d'expérience, Giniel Devilliers et Mathieu Serradori. C'est bizarre quand on regarde quand même Price, Sunderland, Roma, Devilliers, Serradori avec Loïc Minaudier, c'est quand même des pilotes un petit peu d'expérience, donc ils s'en sont bien sortis aujourd'hui, surtout que Serradori il partait très loin ce matin, il partait 28e du fait qu'il n'avait pas fait une très bonne spéciale hier avec son Century 4x4.
Et Gignal de Villiers, l'épicier sud-africain a encore montré qu'il avait de beaux restes. Il finit à 20 minutes, mais vous voyez, il y a aussi déjà des écarts. Hein. On regardera le général, il y a des beaux écarts pour le moment. Baciuska, belle étape aussi, parce que lui, hier, il a perdu 2 heures sur un problème technique sur son Toyota, lui qui a été performant l'année dernière en T3, qui arrive dans la catégorie Ultimate. Donc, il se retrouve 11e, juste devant Demévius et Baumel, donc ont perdu un petit peu de temps. Ils n'ont pas eu de chance aussi, Demévius et Baumel, c'est qu'ils se sont retrouvés à ouvrir la route assez vite. Parce que vous avez Seth Quintero qui s'est perdu dans le top 10 hier, je vous avais dit. Quand vous regardez dans le top 10, Christian Gutiérrez a perdu du temps. En fait, il n'y avait que Gerlin Chichrit. Sauf que Gerlin Chichrit, il semblerait qu'il soit tanké ou qu'il ait perdu du temps aussi. Donc, Demévius, en fait, s'est retrouvé très vite à ouvrir. Au bout de 250 km, 300 km. Donc, forcément, ça lui a fait perdre du temps. Devant Baraguana sur le Century. Et donc là, vous voyez notamment Moraes qui s'est tanké. C'est dommage parce qu'il faisait une balle spéciale en étant 7ème sur la route. Et c'était aussi un concurrent qui était devant Demévius, donc a perdu du temps. Vous avez Sébastien Loeb, bien entendu, qui perd aujourd'hui 32 minutes. Il finit bien l'étape, Sébastien Loeb, parce que tout à l'heure, il était à plus de 40 minutes, Sébastien Loeb. Et il remonte bien. Donc il faudra faire attention à lui demain parce qu'il va peut-être sortir la grosse attaque. Si le problème technique a été résolu, il va peut-être attaquer très fort. Parce qu'à un moment, il est à plus de 40 minutes quand même. Sébastien Loeb vers 13h. Et là, il a bien rattrapé la situation devant Gerlin Chichrit qui a perdu du temps. Et Martin Prokop aussi qui faisait partie des concurrents qui ouvraient la piste. 40 minutes de perdu. On a Quintero qui ouvrait ce matin, donc qui est 24e. Variawa, donc qui a perdu beaucoup de temps avec ses problèmes techniques, comme Christiana Gutiérrez, qui ensuite a attendu Sébastien Loeb pendant une partie de l'étape. Parmi les mauvaises surprises également du jour, c'est Christian Lavieille, qui a eu des problèmes techniques en 2 roues motrices. On va essayer même de voir son classement. Christian Lavieille, on va prendre un point un petit peu plus avancé. Si on prend le kilomètre 400, voilà le point numéro A, si on prend ce point-là numéro A, on va voir qu'il a perdu du temps. Donc vous voyez les MD, on voit pas Simon Witt non plus, donc il n'a pas dû faire une bonne journée Simon Witt, parce qu'il était plutôt bien placé et il a dû perdre du temps. Oui, Simon Witt, 34e pour le moment. Donc une journée, on va dire, moyenne. Et je retrouve pas Christian Lavieille. Si, il est là, Christian Lavieille, mais voilà, il est à 2 heures désormais, beaucoup de temps de perdu sur son buggy MD. Voilà, des problèmes techniques, voilà, sur ce buggy MD, sur cette spéciale. On va revenir sur le point E pour vous faire un petit classement général, plus que provisoire pour le moment. Hop là, général virtuel. Hop là, il faut que je reparte tout au début. Pour le moment, en tête, c'est Al-Araji, mais avec une avance au général qui est extrêmement réduite. Seulement 1 minute 19 sur Nasser Al-Attiyah. Nkola Tegan est 3e. On retrouve ensuite Mathias Ekström, Gottrill, Price. Tout ça se tient en moins de 10 minutes. Autant vous dire que rien n'est joué pour le moment. Nani Roma à 15 minutes. Demévius à 17. De Villiers, Baraguana. C'est plus compliqué par contre pour un Sébastien Loeb qui se retrouve à 33 minutes. Mais bon, 33 minutes, Sébastien Loeb, ça lui fait pas vraiment peur. Et puis on retrouve Carlos Sainz, lui est bien plus loin. C'est vrai que j'ai pas vu Carlos Sainz dans ce camp-là. Il est à 50 minutes déjà, Carlos Sainz. Ça commence à piquer. Là, avec l'Estonien Menama, qui avait l'année dernière eu un petit problème. Sa voiture avait pris feu au concurrent estonien. On poursuit avec la catégorie Challenger du côté du classement général, vu que la catégorie stock, encore une fois, ils ne sont que 2. Et pour le moment, dans la catégorie Challenger, on n'est pas encore arrivé à cet endroit-là. En Challenger, on est plutôt on va faire le point au kilomètre au point numéro B, donc c'est-à-dire au kilométrage dans les 580, donc voilà, à 400 km de l'arrivée. Je rappelle qu'il partait plus tard, vous voyez, il partait à 9h.
Forcément, c'était plus compliqué pour faire la différence. Pour le moment, c'est l'ancien spécialiste du quad, Cavigliasso, qui s'en sort extrêmement bien. Lui qui partait dans les premiers, donc qui a pu rouler très longtemps. Cavigliasso avec Peter Garini, sa femme, qui sont pour le moment en tête, mais avec 2 minutes seulement d'avance sur Speering et Van der Stelt, les Néerlandais qui en ce moment roulent très fort depuis la deuxième partie de journée. Donc ils ont vraiment fini pas mal du côté du Team Rebellion. On retrouve ensuite Navarro en troisième et Dania Akil. Quatrième, Dania Akil, 7 minutes 41. Dania Akil qui est partie prudemment ce matin, qui a perdu un petit peu de temps, puis ensuite elle est bien revenue. À un moment, elle était à 2 minutes 30, 3 minutes de retard. Vers 14 h, elle a dû reperdre un petit peu de temps, peut-être une petite erreur de navigation du côté de Dania Akil. Et puis ensuite, on retrouve les duettistes du team Red Bull, c'est-à-dire Guerrero et Liverton, qui sont quand même pas très loin, 5e et 6e. Donc eux, ils font également une belle course, mais ils n'étaient pas dans les traces, contrairement à Akil et Navarro qui étaient dans leurs traces. On retrouve également Yassif Saïdan et Michael Metsch qui hier avaient perdu beaucoup de temps, eh bien, se retrouvent 8e pour le moment, mais doivent manger pas mal de poussière. Et sinon, pas vraiment de surprise dans ce classement pour le moment. Peut-être Al-Kouwari, un petit peu loin, 13e à 58 minutes. C'est peut-être la mauvaise surprise pour le moment, c'est Al-Kouwari qui est un petit peu loin. Et puis il y a aussi un autre concurrent qui n'est pas là, c'est Alatia qui n'est pas arrivé à ce point B. Donc peut-être un problème technique voilà, pour Jacomi et Alatia dans le team du Nasser Racing. Et Alexandre Giroud, pardon, je ne sais pas pourquoi j'allais l'appeler Olivier, lui est 22e à 1h38 et au général virtuel pour le moment. Si on reprend et qu'on le met dans l'ordre surtout, eh bien, Cavigliasso fait la bonne opération du jour avec 11 minutes d'avance désormais sur Guerrero, 25 sur Speering, Navarro à 26 et Dania Akil à 27. Donc ça ferait déjà un petit écart dans ce classement. Et surtout, si on redescend un petit peu au général, eh bien, Alexandre Giroud serait 18e. Et on aurait également donc Yassif Saïdan loin derrière, comme je vous l'avais dit hier. Problème technique, ils avaient dû partir sur la route et ne pas finir la spéciale. On passe en SSV. Là aussi, belle spéciale en SSV. On va reprendre le classement de l'étape. Et surtout, les SSV ils partaient bien plus tard, donc ils ne sont pas encore arrivés à ce point-là. Ils sont au point numéro A. Les SSV, alors il y en a deux qui sont au point D, c'est les deux meilleurs, c'est Eger et De Soultré qui sont en train de faire une superbe course pour le moment, et on va regarder peut-être même le point, je ne sais pas quel point on peut voir, le point A, on va repasser sur le A. Donc Eger, De Soultré, alors à ce moment-là c'était Eger qui était un deuxième, De Soultré qui était premier. Sauf que dans les parties de navigation, Eger a été un petit peu meilleur que De Soultré. Il était dans sa trace également. Et ce qui fait que Eger est passé en tête avec un petit écart par rapport à De Soultré. Par contre, le reste du classement, il y a assez peu de différence. Donc, on voit un triplé pour le moment du Sébastien Loeb Racing avec Florian Vessade qui fait une très très belle étape. Le troisième larron, donc le Sébastien Loeb Racing avec le Polaris s'en sort extrêmement bien. Mais vous allez me dire, où est Tchaleco? Où sont les Can-Am? Eh bien, Tchaleco a eu un problème mécanique. Il a perdu beaucoup de temps. Farioli également a eu un problème mécanique. Il a perdu beaucoup de temps. Andouillard a perdu 42 minutes. En fait, tout le monde est en train de subir une mauvaise journée. Et Gérard Fares, qui était parti prudemment sur les 2 premiers jours de course, est en train d'accélérer le rythme et n'arrive pas à tenir la cadence tout simplement des Polaris. Il faut savoir que les Polaris ont encore progressé cette année. Donc vraiment dans cette catégorie SSV, je crois que Can-Am n'est plus la référence. C'est plutôt Polaris. Et pour le moment, c'est un petit peu compliqué. Voilà, pour certains concurrents, on va essayer de voir où est Tchaleco. Voilà, 1h43 de perdu pour Tchaleco. C'est énorme. Et Farioli également 1h44. Ils ont vraiment eu un gros problème sur leur Can-Am. Donc vraiment une très mauvaise journée pour eux.
Voilà, ça a été très compliqué. Et certains concurrents se sont déjà arrêtés hein, dans ce point A pour le moment. Et certains sont encore en route, hein, sont loin d'être arrivés parce qu'ils sont partis tard, les SSV. Donc il y a des concurrents qui vont encore passer beaucoup de kilomètres de nuit. Je pense que ça n'a pas été remis à jour peut-être. Mais voilà, il y a peu de concurrents qui sont pour le moment arrivés. On va regarder du côté des camions pour finir. Du côté des camions, eh bien là, il y a déjà des différences qui se sont faites du côté des camions. Là aussi, on va prendre le point numéro B, même s'il n'y a pas grand monde pour le moment qui est passé. Mais dans ce point numéro B, pour vous dire que pour le moment, Martin Maschik est en tête devant Lopress et Zala. La mauvaise surprise, c'est pour Michael Van Den Breggen, 30 minutes de perdu. 30 minutes d'arrêt, donc il se retrouve 4e pour le moment devant Bellina, l'autre Van Den Breggen qui est à 54 minutes et Sugawara qui sont pour le moment donc dans ce camp C, non le camp B pour eux, voilà, avec les 9 premiers et en sachant que les 4 premiers sont allés au camp numéro C pour dormir, voilà, et Martin Maschik fait une très belle étape et au général virtuel pour le moment. Il prendrait la tête devant Lopress, Zala et Van Den Breggen. Van Den Breggen avait été bon sur les premiers jours, mais qui là se retrouve à être un petit peu derrière en termes de temps. Et j'ai oublié de vous parler des SSV au niveau du général. On va aller au point où on en avait le plus. Donc c'était le B. On avait pas mal de concurrents. Oui, au B. Voilà, du côté du général. Donc vous voyez Xavier de Soultré est en tête avec 8,32 d'avance. Sur Eger, Pinto 4e et Florian Vessat 3e, donc un triplé Polaris également du côté du classement général. On peut regarder peut-être même la cartographie pour vous, voilà, que vous voyez qu'il y a encore des concurrents qui sont sur la route et qui sont loin d'avoir fini pour le moment dans différentes catégories, donc on leur souhaite bonne chance. On souhaite bonne chance également et bonne nuit à tous ces concurrents en pleine nature. Et puis nous, on se retrouve demain pour faire le débrief complet de cette 48 heures chrono. Allez, ciao sur l'Amérique Production.